alors, qu'est-ce que vous avez découvert de passionnant à Seury? Ah, à Seury, alors ce qui a été un choc, c'était les schizophrènes d'abord. J'étais bouleversé de découvrir les schizophrènes, très touché par eux, et de nouveau confronté à ce vieux thème en moi, l'incommunicable, l'indicible. Comment communiquer avec une personnalité réputée incommunicable, n'est-ce pas? Ouais. Et ça m'a fasciné, ce défi-là. Comment est-ce possible de ne pas être en relation vraie, complète avec un schizophrène ou une schizophrène? Et puis autre chose, je découvrais la cybernétique, la systémique, c'était des choses dont j'ignorais tout. Et je retrouvais là une musique familière à mes oreilles, puisqu'on y parlait de communication, de langage, verbal, non-verbal, paraverbal. Ça me rappelait mes cours de linguistique que je suivais pendant mes études de médecine. Et la phonologie, la sémantique, la double articulation du langage de Martinet. Et là, on était dans la cybernétique, dans la communication, sous la houlette du professeur Kaufmann, qui était le fondateur de la thérapie familiale à Lausanne. Et je découvrais un monde, comment trouver moyen de communiquer, encore une fois, et détecter les signes de la communication qui se passent même des mots. Et observer les corps, les regards, les trafics de regards, les interactions posturales, gestuelles, et comprendre tout ce qui se dit et qu'un regard un peu profane ne sait pas voir. Alors ça m'a fasciné, j'ai décidé de faire ça. C'était évident pour moi. Pour revenir aux schizophrènes, qu'est-ce qui vous touchait? Leur côté vulnérable, profond et visible, leur maladresse, leur désarroi, leur solitude profonde, le drame d'être comme enfermé dans une sorte de prison de verre qu'on ne voit pas du dehors. Et cette intense détresse me bouleversait. Je trouvais intolérable que la psychiatrie ne sache pas faire autre chose que donner des médicaments à ces gens-là. Ce qu'on fait encore malheureusement aujourd'hui trop souvent. Alors que par l'approche de la thérapie familiale, on voyait changer le comportement parfois d'un schizophrène. On s'occupait de ses parents, et puis ses symptômes allaient mieux. Ses hallucinations baissaient, son délire se calmait. Donc par cette action indirecte, à travers les relations vivantes entre les gens, on pouvait aider quelqu'un à aller mieux. Vous comprenez que le choix était vite fait. Alors vous avez connu des succès justement avec les schizophrènes. Je me souviens toujours de la première thérapie de famille que j'ai faite dans le séminaire très très select qui se tenait à Seury à l'époque entre spécialistes de la thérapie familiale, et toute équipe suivait cette thérapie familiale derrière le miroir, pendant que ma co-thérapeute et moi-même, nous menions la thérapie avec une famille de 5 membres, dont un des fils, adulte, jeune adulte, était psychotique, et qui déclenchait des querelles ouvertes avec son père pendant la séance, et tout d'un coup était hanté d'hallucinations, se mettait à délirer, à avoir des troubles du comportement. Eh bien si, pendant la séance, on parvenait à faire parler la mère et la sœur, par exemple, d'un problème, d'une comptabilité cachée, mystérieuse, terrifiante, qui jouait un rôle dans tous les problèmes de cette famille, eh bien son comportement s'améliorait visiblement. On le voyait à la caméra, parce qu'on filmait toutes les séances avec la vidéo. Et je pouvais constater de toute évidence qu'en s'occupant du mal là où il est ailleurs, un peu comme dans la médecine chinoise, vous savez, on vous pique le genou pour soigner les yeux, par exemple. C'est étrange quand même, n'est-ce pas? Mais je ne connaissais rien à la médecine chinoise à l'époque. Je découvrais la notion de système, la notion d'équilibre entre les éléments, et là, entre les gens. Alors dans cette première thérapie familiale, j'avais été très impressionné de voir les résultats que nous obtenions. Le patient allait mieux sans médicaments. Il pouvait quitter l'hôpital, il pouvait rentrer chez lui, ses tendances suicidaires avaient disparu, et pourtant on s'occupait très peu de lui. On s'occupait devant lui du reste de la famille ou de ses communications avec la famille. Vous avez une approche parfois très originale, vous avez l'art en fait de vous mettre un petit peu à la place de l'autre. Je pense à cette histoire de ce schizophrène avec ces voix qu'il entendait, qui l'obsédaient, qui le poursuivaient. Vous pouvez nous raconter cette histoire? Ah oui, ça c'était amusant parce que j'étais déjà un peu influencé aussi par l'hypnose et Erickson à l'époque. Je me souviens d'un schizophrène dont on m'avait dit qu'il était extrêmement difficile de contact. Il avait des hallucinations auditives très fortes et inquiétantes qui lui disaient qu'il allait mourir d'un instant à l'autre. Or je voulais absolument que ce schizophrène aille à l'atelier de dactyloffice et s'occupe, travaille, se concentre. C'était indispensable pour son mieux-être. Or, dès qu'il tapait une touche du clavier, le mot « mort » apparaissait et il courait dans sa chambre.
Je l'ai appelé dans mon bureau, j'avais vidé un tiroir de mon bureau, et je lui ai dit, maintenant, dites à vos voix de rester ici, dans ce tiroir, je vous les garde pendant que vous allez au dactyloffice. Et après, vous venez les rechercher. Mais chaque fois que vous irez au dactyloffice, vous me les laisserez. Il m'a regardé, il est complètement cinglé celui-là. Je lui ai dit, de nous deux, vous savez, je ne sais pas qui est le plus cinglé, c'est pas ça le plus important. Essayons. Qu'est-ce que je dois faire? Dites à vos voix de rester là. Il a dit, restez ici. Et j'ai fermé le tiroir. Il a été au dactyloffice, plus de voix. Et ça a duré une semaine comme ça. Mais il ne venait pas rechercher ses voix. Au point que j'ai commencé à être inquiet d'ouvrir ce tiroir tout seul. Bon, ça c'était une expérience assez éloquente, je crois, de la manière dont les symptômes psychotiques, même les plus graves, peuvent s'améliorer grâce à des surprises dans la relation thérapeutique. Un peu ce que Chuang-Tzu, le grand philosophe chinois, dit, c'est dans les dialogues, l'art du dialogue, c'est d'éveiller la surprise pour éveiller l'esprit de l'autre et sa propre inventivité ou créativité. Et les voix ne sont pas revenues? Les voix sont revenues, mais c'était un nouvel arrivage, dit-il, parce qu'il n'est plus retourné au dactyloffice, et 10 jours plus tard, d'autres voix sont venues, et puis j'ai bien dû accepter d'être plus humble et lui prescrire quand même un médicament aussi. Pendant ces années à Seri, vous décidez à ce moment-là de vraiment faire votre spécialisation en psychiatrie. Comment ça s'est passé? Mon patron, le professeur Christian Muller, que j'admirais beaucoup, que j'aimais beaucoup, qui était très bienveillant, qui était brillant, d'une notoriété internationale, m'encourageait aussi à faire la psychiatrie. Et je me suis spécialisé surtout en thérapie familiale. J'ai très vite commencé à publier mes travaux, à enseigner plus tard, à entrer à la faculté de médecine comme enseignant, à voyager beaucoup aux États-Unis, en voyant beaucoup de centres très spécialisés dans ce domaine, en me faisant des amis chez quelques grands maîtres de la thérapie familiale, et toujours en collaborant avec le professeur Kaufmann, qui était le pionnier ici en Suisse. Avant de vous attaquer à la thérapie familiale, vous avez quand même tenu à vous former dans toutes les disciplines de la psychiatrie. C'est vrai. J'avais aussi fait 2 années de travail en approche surtout psychanalytique à la Polyclinique psychiatrique de Lausanne, dirigée par le professeur Schneider à l'époque. Et là, j'avais appris à pratiquer la psychothérapie analytique brève ou d'inspiration analytique. C'était notre lot à tous les assistants. Je voulais aussi m'initier à Freud, mais aussi à Jung. J'ai fait une psychothérapie jungienne sur moi-même, avant d'en faire une autre plus tard, freudienne. J'ai travaillé sur moi aussi d'un point de vue systémique. Évidemment, je devais connaître et pratiquer l'usage des médicaments, donc l'approche neuroscientifique. Je me suis initié aussi au behaviorisme, au comportementalisme, l'approche cognitiviste, avec une spécialiste de Seri, Madame Nice, qui m'a ouvert les yeux sur cette approche. Oui, il fallait comprendre un peu toute cette panoplie du psychiatre et pas se borner dans un seul chemin. Ça me paraissait aberrant de n'appartenir qu'à une église, si j'ose dire. Et ce principe est resté vrai jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, parfois vous faites appel à plusieurs théories, à plusieurs pratiques. Avec un patient, il m'arrive de voir avec sa famille, de faire une thérapie familiale, de lui prescrire un médicament antidépresseur ou un somnifère s'il le faut, de lui faire un examen du cerveau s'il le faut, d'interpréter le transfert qui s'établit entre lui et moi en termes freudiens, de m'intéresser à ses rêves dans un point de vue archétypique jungien. C'est une soupe étrange où je tiens compte de tout ça, car tout ça est vrai en même temps. Ce qui est faux, c'est de rester dans une vision doctrinale. Et ça, je le déplore chez un certain nombre de mes confrères. Et là, c'est à cette période